Pour les deux derniers intervenants, avant que nous venions dans la salle, parce qu'on pourra peut-être prendre quelques questions, je crois qu'il y a 3 points qui me paraissent importants que je souhaiterais soulever, peut-être que nous allons approfondir dans les discussions. C'est que la transformation économique doit être planifiée. Nous avons vu comment, au niveau de la Corée du Sud, ils sont allés d'une économie qui avait besoin de main-d'œuvre à ce qu'on peut appeler aujourd'hui une économie du savoir. Mais tout cela se planifie, ce qui veut dire l'émergence, il n'y a rien à faire, elle doit être planifiée. Et ce deuxième élément de la planification, c'est les ressources humaines. Et lorsque nous regardons, que ce soit à Maurice, ce qui vient d'être dit, que ce soit en Corée du Sud, il y a eu une amélioration dynamique du capital humain. Il faut adapter le capital humain, sa compétence aux défis nouveaux. Une industrie à forte intensité de main-d'œuvre et une industrie du savoir, ce n'est pas le même type de qualification dont on a besoin. Planification de l'émergence. Deuxièmement, transformation économique et dialogue. En Afrique, nous aimons les dialogues, bavarder, et puis voilà. Mais comme nous avons vu ici, le dialogue est important, mais ce n'est pas le type de dialogue auquel nous nous sommes habitués. D'abord, un partenariat entre le gouvernement et le secteur privé. Pas un partenariat pour obtenir des avantages personnels, mais un partenariat pour que ceux qui sont dans l'administration, qui élaborent des textes, sachent, quand ces textes s'appliquent, quels sont les problèmes que ça pose. Parce qu'habituellement, le gouvernement produit des textes. Et malheureusement, quelquefois, dans les bureaux, quand nous produisons des textes pour montrer que nous avons un pouvoir plus que ceux qui sont dans le privé. Alors que se mettre ensemble, c'est 1, connaître leurs préoccupations, 2, produire des textes qui peuvent s'appliquer parce que demain, nous pouvons quitter le bureau pour nous retrouver au privé. Ensuite, le partenariat, le dialogue avec les syndicats, comme il a dit, avec les autres acteurs du développement. Ce dialogue est important pour permettre aux gens de connaître eux-mêmes, vivre la réalité, au lieu de vivre de spéculation. C'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient partie prenante et qu'on aille dans un climat apaisé. Troisième type comment je dirais, d'éléments importants dont nécessite la transformation économique, c'est la transformation économique et les bonnes pratiques. Nous l'avons vu, tous les exposés, les 2 derniers exposés, les autres ont insisté là-dessus, c'est le respect des lois et des règlements. Il faut respecter. On sort une loi, si elle a été discutée, s'il y a eu un dialogue avant, pourquoi vouloir contourner, pour ne pas payer l'impôt, pour ne pas faire... Non, il faut respecter les lois et les règlements. Ensuite, c'est un esprit patriotique. Si vous n'aimez pas votre pays, vous ne pouvez pas vous battre pour que ce pays se développe. Comment cultiver cet esprit? Notre ami de la Corée du Sud nous en a parlé. Il y a ensuite l'esprit d'entreprise. Un esprit d'entreprise, c'est comme il a dit, c'est être ou ne pas être. On ne crée pas une entreprise pour être sûr qu'on réussit à 100%. Mais on sait qu'il y a un risque. Mais on se dit, je vais réussir. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice. Et il y a aussi la culture de l'éthique et de la productivité qui vient d'être annoncée. Ça, ce sont des bonnes pratiques. Il faut que chacun sache que l'éthique, c'est quelque chose qui doit être un vécu quotidien. Comment je dois m'améliorer, comment je dois devenir plus excellent, être plus productif, c'est un comportement de tous les jours. Donc, voici quelques points que j'avais voulu rajouter aux petits commentaires que nous avons eus. Il est actuellement 11h moins 5. Nous devons arrêter à 11h30. Je pense que nous pouvons donner peut-être 15 minutes à la salle président pour des questions, vraiment pas des commentaires. Les exposés étaient très riches
Et peut-être je redonne un peu la parole aux panélistes pour répondre et nous allons avoir la conclusion du président. Alors, donc dans la salle, vraiment très rapidement, c'est 15 minutes, donc ça veut dire peut-être 15 minutes, chacun parle de 2 minutes, 7 personnes maximum. Allez, on commence au fond là-bas. S'il y a des micro-baladeurs, s'il y a quelqu'un qui veut parler, il se lève, il dit comment il s'appelle, il pose sa question, vraiment pas de commentaires. Merci, modérateur. Je m'appelle Henri Jean-Claude Gouton, je suis du Bénin. Je pose la question au modérateur et à la première intervenante. Pourquoi il n'y a-t-il pas des débats francs et techniques entre le secteur privé et le secteur privé, entre la puissance publique et la puissance publique, entre le secteur privé et le secteur public, de par sa longue expérience au Burkina Faso et de l'espace ouest africain que nous connaissons, parce que nous avons mis de 1975 à 2015 pour installer le tarif extérieur commun, pour avoir enfin un espace unique de transaction qui fait que le premier pied de l'intégration n'a pas pu marcher, on l'a mis en place, le second a mis 25 ans pour pouvoir, je ne sais pas, 25 ans, je ne sais pas combien de temps, pour qu'on puisse avoir finalement, disons, cet espace où on sait aujourd'hui que nous avons un produit et des règles d'origine sur lesquelles je sais pourquoi est-ce que ce débat franc et technique est absent entre l'ensemble des acteurs à ce niveau-là. C'est au modérateur qui pose la question parce que vendre du patriotisme c'est bien, mais il faut qu'on s'entende au moins. Merci, Président. Merci bien. Est-ce que de ce côté, il y a quelqu'un d'autre? Les exposés étaient très clairs. Donc, il y a une main, allez-y. Oui. Non, il y aura trop ici. Ouais, vous? Oui, Koulibaly Tiorna Ngolodin. J'aimerais savoir quel est le rôle du leadership et de la recherche-développement dans l'impulsion du changement nécessaire à l'atteinte de l'émergence. Je vous remercie. Merci beaucoup. Dernière question dans cette rangée. Dernière question. Il y a un micro ici. Allez-y. Oui. Merci, monsieur le modérateur. C'est Dr Ali. Je suis médecin. Je suis du ministère du Plan. Ma question va à l'endroit de monsieur Ratinouroy. Je n'ai pas entendu dans son exposé la place de la finance islamique. Et l'histoire de leur économie nous montre qu'ils ont résisté à la dernière crise face donc à la place que occupe la finance islamique dans leur économie. Donc, je voulais lui demander si c'était possible de donner un peu l'expérience de leur pays et qu'est-ce qu'il pourrait proposer à l'Afrique. Est-ce que l'Afrique peut se tourner vers cette finance? Puisque hier, le président Macky Sall a mentionné, enfin du moins a rappelé, le poids important que, les crédits, le poids qu'occupent les prêts des pays africains auprès donc des bailleurs de fonds. J'espère que j'ai pu bien m'exprimer. Merci beaucoup. Très bien, merci. Laissez, on va aller. Deuxième rangée, après on verra. On peut revenir chez vous. Oui, deuxième rangée, allez-y. Il y a celui qui a le micro, allez-y. J'ai une question pour Madame Pounam. C'est sur la substitution d'importation. Vous n'avez pas mentionné si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Ça, c'est mieux maintenant? Bon, je vois en Afrique un marché interne en croissance et des exportations de produits primaires surtout. C'est une situation qui crée importation d'industrie, substitution d'importation. Et qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Celui qui a le micro, voilà, donnez. Il y a quelqu'un devant là. Voilà, et puis il y a une dame. Voilà, la dame va parler. Après le monsieur, la dame. Oui, bonjour. Riyad Medeb, économiste au PNUD. La question est à monsieur Roy. Quel a été le système
d'innovation en Inde qui a permis la transformation économique. Merci. Merci beaucoup. Donnez le micro non, à la dame. Non, j'ai dit une dame, je n'ai pas dit un homme là. Voilà, la dame est derrière. C'est quand même assez clair ça. Merci, je suis Madeleine Oka-Balima et je voulais poser la question à tous les intervenants qui ont partagé avec nous de très riches expériences. Quelles ont été la façon dont a été approchée la question de l'inclusion des femmes dans tous ces processus de changement structurel, quand on sait que dans tous les pays, elles ont des situations qui les mettent peut-être face à des normes sociales qui contraignent en fait leur participation à ces processus-là. Merci. Merci beaucoup. Il y a une dame juste à côté. Donnez-lui le micro et on passe à l'autre rangée. Good morning. My name is Jessie. I'm from Rwanda. It's very unfortunate they said we put questions, but somehow, I wanted to make a contribution, unfortunately. She said something, it was in French, but was regarding a woman. I have been so jealous since yesterday. There is a lot being talked, but you're not involving women. I stand here as an entrepreneur woman from Rwanda. President Paul Kagame is my president. You talked a lot, but I have the 3 T's. Number 1 T is talent. The second T is taxation. The third T is technology. If you're doing everything, I've not heard about you talking a lot of technology, where our data can be kept in Africa. And the last T, which is my password to be successful in life, is time. You talk of policies, but when do you implement? When is our time to put this on paper to be followed in Africa? You are keeping things in your drawers. We want things to happen. We don't want to keep coming here. So, the heads of state, the ministers, people at the panel, we need to focus on time. It is even written in the Bible. Thank you very much. Thank you, so. Thank you very much. Alors, la rangée là-bas, oui, le micro, oui, prenez, voilà, le micro est juste à votre... Thank you. I am Glenda Gallardo, the UNDP Economic Advisor. I want to take the opportunity to raise 3 questions to the expert of Brazil. I really amazed for the progress of Brazil. I would like to hear from you what is the way forward for Brazil in social cohesion. That is very important in emergence, given the levels of crime and violence that are in Latin America and that are a challenge also to Brazil. To India, thank you for sharing the fact that India left human development as one of the last issues even after growth. So my question is, how can we help Africa in the sense that many companies of India are in Africa and are making big businesses in Africa? How can we help these businesses to pursue more human development, not only through social corporate responsibility that sometimes it is seen like charity, but more in a more comprehensive way so that they also take responsibility from a region that they are taking so much richness. And to Mauritius, I would like to hear what are the incentives that you think that your politicians had to make this happen? Because even when you have resources, you have to have political will to do it. So if you can share some of the incentives, I will be very grateful. Thank you so much. Merci beaucoup. Oui, une autre personne dans cette rangée, là où a parlé madame, là. Il n'y a pas de main qui se lève. Alors, la dernière rangée. Allez-y. Merci. Oui, on reviendra à vous. Mon nom est Candide Léguédé, je suis du Togo et je suis du secteur privé. Alors, j'étais très contente d'entendre ou d'écouter l'intervenant de la Corée du Sud parler du secteur privé et surtout du rôle important que le secteur privé doit jouer dans ces processus de transformation structurelle. Et souvent, en Afrique, nous voyons que c'est quand les politiques sont déjà élaborées qu'on a tendance maintenant à solliciter le secteur privé pour venir financer donc les projets. Alors que ça devrait normalement être le contraire. Le secteur privé devrait être un partenaire privilégié
depuis même l'élaboration, la conception même des projets, pour qu'en fin de compte, ils puissent se l'approprier et pouvoir donc financer, s'organiser pour pouvoir entretenir ce partenariat. Alors ma question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les pays en général ne donnent pas l'intérêt qu'il faut au secteur privé, sachant que c'est le moteur de la croissance et que rien ne peut se faire sans. C'est eux qui créent la richesse, c'est eux qui créent l'emploi, mais les intérêts politiques souvent priment sur les intérêts économiques. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi et comment on doit s'organiser pour que ce dialogue entre le secteur public et le secteur privé puisse effectivement avoir lieu dans l'intérêt donc d'un développement harmonieux que nous recherchons. Merci. Bien, merci. On a fini. Alors, donnez le micro au monsieur qui est sur le premier. Et puis, on va passer aux réponses. Merci, monsieur le modérateur. Je suis Marcel de Souza, ministre du Développement, de l'Analyse économique et de la prospective du Bénin. J'ai suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de Mme Pounam de la Banque mondiale, mais je pense qu'il y a de vraies questions qu'elle ne s'est pas posées. La première, le pays à revenu intermédiaire et à croissance sans réduction de la pauvreté et sans création d'emplois. Mais si ça arrive, c'est parce que ce sont les pays qui font de l'exploitation minière, les exports du pétrole, de l'or, etc. Et il n'y a pas création d'emplois parce qu'ils n'ont pas le soubassement. Nous n'avons pas d'électricité. Regardez, l'Afrique noire est dans le noir. Comment allons-nous transformer les produits et créer l'emploi? C'est un vrai problème que nous devons nous poser. Deuxième problème qu'on doit se poser, quel est le lien qu'on doit créer entre la formation et l'employabilité? Parce que s'il y a chômage, on doit embaucher, il faut que la formation puisse aller vers les besoins de l'emploi. Or, nous autres de pays francophones, nous formons à 90% dans l'enseignement général. Et nous n'avons pas l'enseignement technique professionnel et surtout l'entrepreneuriat pour aller vers les PME. Si nous n'avons pas ce soubassement-là, et comment peut-on créer une croissance inclusive? Enfin, dernier problème que je voudrais lui poser, ça concerne la soutenabilité à terme de notre planification. Si nous ne maîtrisons pas la croissance démographique, par exemple, moi je suis du Bénin, la croissance démographique est passée de 3,25 à 3,50 et nous avons l'indice synthétique de fécondité qui mesure le nombre d'enfants par femme. Le nombre d'enfants par femme est passé de 6,3 à 5,4 récemment et maintenant à 4,9, ça veut dire qu'il y a 5 enfants par femme. On ne peut pas soutenir ce roche, ce n'est pas avec les minorités sexuelles qu'on peut régler, mais le problème qu'on doit régler, c'est d'investir dans la femme. Pour occuper la femme, pour qu'elle ait des microcrédits aux plus pauvres, pour avoir des activités rémunératrices, elle va espacer le nombre d'enfants qu'elle aura à faire, et occuper l'homme. L'homme doit avoir des loisirs. Le paysan qui quitte le champ, il n'a que sa femme, il n'a que les femmes, il investit dans la femme. Mais il faut absolument, il faut lui créer des loisirs, football, musique, ainsi de suite. Et sinon, nous ne pouvons pas avoir une adéquation entre la croissance économique et la croissance démographique. Et à terme, nous aurons toujours des problèmes. On ne pourra pas réduire la pauvreté. Voilà ce que je voulais ajouter à votre tour. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci bien. Alors, nous allons revenir à la table, au panel. Je pense que monsieur Roy a eu le maximum de questions. Donc, nous commençons par monsieur Roy, que vous essayez d'apporter quelques réponses et on fera le tour. Après lui, madame Pounam va répondre, et notre ami de la Corée du Sud, et nous allons faire la suite. Thank you, moderator. The first question, Islamic banking. No, I mean, I don't think that India survived the crisis because of Islamic banking. It's not even a major sector in overall banking in India. What we do allow in India is a parallel system of Islamic banking. So anyone who wants to go into that is allowed to go there. I remember when I was an investment banker, there was someone who told me that they didn't want me to invest in alcohol. And I had to convince this particular gentleman that actually a lot of stuff used alcohol. So we have mechanisms not to charge interest and convert that into equity holdings, but it's not a big sector in India. Maybe the question was for Mauritius.
to answer that very interesting question, if you talk about the one ingredient that is peculiar to India's transformation, as opposed to, say, China, I'll put it polemically, we have Facebook. It's the one thing we have that China does not have. In the sense that we've made a lot of mistakes. Our path has been very wobbly. It's not a military-style transformation to development. But the one thing that I can do, and this is really important in Africa, really important, I think. So I really want to make this point. The one thing I can do sitting here in public as the head of a government think tank is criticize my government, and I'll still have my job when I go home. That level of debate had led in India to our being able to correct for many things that have gone wrong in our development history. We are not a magical mystery tour like China. So if there was any success, it was that, and this is also pertinent to the question of women. I used to say, and I can say it, and look, I won't lose my job, that I think one of the worst places to be born a woman is on the Asian subcontinent, on the Indian subcontinent. But that's no longer true in India in many ways, partly because there has been enough debate and dialogue on that to trigger cultural change, and partly because the idea that women constitute leadership and human development resources is now so ingrained in the Indian economy that I'm proud to say that in the next 5 years, 50% of our fighter pilots, and we have one of the largest air forces in the world, will be women. We will have women generals, we will have women admirals, we have women taxi drivers, and we have also the highest incidence of high-profile rape. So, you know, it's this duality that democracy helps you to navigate. And I think democracy is the big lesson. Finally, the question on human development and Indian industry, well, I wish someone from China was in this panel. You should be directing that question more to them. I'm sure we learn from them. But I'll give you an example here. In Côte d'Ivoire, I realized that we are the biggest importers of cashew. Now, I remember from my time in Mozambique, and I've told our ambassador this, I think one of our goals should be to actually bring in cashew processing into Côte d'Ivoire, and so responsibly do that and make sure that we are able to sell it to the export markets where we are selling. Now, when we do that, we will need people who understand the business of cashew processing, and that's where we can bring in human development. So our approach is much messier, it's much more democratic, but I think for that reason, you're probably going to be more comfortable with us in Africa than any other if we were to take a more systematic approach. But I want to say one other thing, you know, because we've also been a fairly muddled country, and till 2004 in India, everything was late. Ministers came to work late, people kept waiting outside the offices. I used to live in New York then. When I came back, I suddenly found people were coming on time. And so in about 2006, I asked a friend of mine who was a politician, I said, what's happened? He said, we have better things to do with our time now. Therefore, we come on time. So that's another transformative lesson. It didn't happen by someone forcing it. It happened when good things began to happen. So as my Rwandan colleague knows, I'm sure, when the first good thing happens, then other good things follow. I'm sure that's what's going to happen in this region as well. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. I thought we got some really good questions. So let me see if I can address the ones that were. Is it no, it's okay. It's okay. Okay. So let me see if I can adequately address the questions that you raised for me. There was a question on exports of goods. I think they meant commodity goods. Is that bad? Is that a good or bad idea for Africa? Africa has rich natural resources, and it's both in the extractive sector and agriculture. I focus on extractives just because extractives don't contribute a lot to, directly to employment, and they also don't have strong backward linkages with the local economy. So in terms of the direct impact on jobs or employability, it's not large, and we find that that's fairly small. However, extractives do, because of the run up in prices of commodities, notwithstanding the recent decline in prices, but generally what has happened is that extractives have released revenues for the government, which, if used appropriately,
can contribute to building human capital, providing safety nets for people who need it, as well as investing in much needed infrastructure. So what's important in terms of being able to use the natural resources that a country has is how they are transformed for the benefit of the larger population. So I don't think it's bad per se to be exporting your natural resources, but I think it's very important to see how it's being managed and what are the implications of it. There's a channel, the market channel, as I said, within the local economy is quite small, but the channel through public finance, which is the fiscal side on spending, can be quite large. I think it's also important to remember that there are sometimes negative externalities from the extractive sector, so it's important to factor in what is the real cost of extraction and exporting these resources. Also, just to pick up on what Roy said, in terms of cashew nuts, Côte d'Ivoire exports cashew nuts, as do some other countries, but moving up in terms of processing of those cashew nuts, that means more value added. That would bring in greater earnings for the country and would also provide more jobs. So I think it's important to realize that with resources, how can you build on it in terms of exploiting the comparative advantage that you have in that particular sector. Another thing to bear in mind is that extractives are sort of, we think of them, they're non-renewable, and at some point they're going to be used up. So it's important to be able to build the human capital so that you can diversify into other, parts of the economy. And of course, with extractives also comes the challenge of managing volatility in prices, and what that has, the implications for public spending, because the revenue stream may not be as certain as from other sources. There's one other question I want to pick up. I think it was on the skills gap. That was something that I addressed earlier also, that it's important to, for Africa, and I say that, it's across most countries, there seems to be a large skills gap in terms of what the private sector, when you talk to entrepreneurs or investors, what they're looking for, and the human capital that our young people in Africa are coming out when they come out of schools and colleges. And I think it's very important because Africa has a youth bulge, and it's very important that the young people be able to find jobs which are good jobs. Otherwise, you have a whole range of issues, including social tension, if young people are not going to have jobs that are what we'd say, they need to pull themselves out of poverty. So we really do need to focus on how to improve productivity in sectors, and also be able to help build skills for the 21st century. Lots of times our children are coming out of school, but what have they really learned? And how applicable is it in terms of the global economy, the fast pace of knowledge, increase in knowledge and technology? Are our kids coming out well equipped to have good jobs? And I think on the demographic growth and the very important issue that was raised about fertility, total fertility rates being very high in Africa, and also population rates being very high. So it's very important, if the region is going to benefit from the potential, demographic dividend, then along with, on one hand, mortality rates have gone down because of advancements in health and technology, but on the other side, population is still growing very, very fast, which means that there needs to be more progress in terms of reducing fertility and being able to benefit from what we call the demographic dividend. And I think Africa is at the cusp of it, so there is great potential there.